moment où j'ai enlevé mes gants, ma main avait triplé de volume. J'arrivais plus à l'ouvrir. fermer mes doigts Ah ouais. ni à l'ouvrir. Et là, j'ai senti pareil, comme des impulsions électriques dans le cœur. Donc je suis totalement dans l'inconnu, mais généralement c'est ça qui me titille, qui me motive, qui m'inspire. Si je sais que c'est possible ou c'est gagné d'avance, pour moi ça a aucun intérêt, quoi. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui parce qu'il y a un gros épisode qui nous attend. Un épisode que je suis trop content de faire. Déjà parce que c'est une personne que j'apprécie humainement. Et vraiment, c'est vraiment hyper sincère. On s'est déjà rencontrés, j'ai déjà fait des entraînements avec cette personne. Et je me suis régalé, j'ai eu des crampes, j'ai ramassé. On avait fait aussi un épisode qui vous a beaucoup plu et qui avait fait aussi un petit peu jaser certains. Disclaimer, on en reparlera un petit peu peut-être. Et aujourd'hui, on va parler record de traction. Donc je sais que les passionnés savent exactement de qui on parle. Peut-être juste avant le mini instant promo, on est dans notre tout nouveau décor chez Stories. Donc studio de vidéo et de podcast à Montparnasse. On vient de l'ouvrir. C'est un gros investissement. Moi, j'ai mis tout mon salaire sur une année de l'année dernière dans ce lieu. Donc, si jamais vous avez des besoins pour vos podcasts, pour vos vidéos, pour vous, pour votre entreprise, pour votre sœur, votre cousine ou votre père, votre mère, un ami, peu importe, pensez à nous. Le lien il est dans la description. On a vraiment créé le meilleur studio de podcast de Paris parce que vous me connaissez, j'aime la compète. Et j'allais pas ouvrir un lieu en étant moi-même podcasteur qui soit à moitié du jeu. Voilà. Donc, si vous avez des besoins, pensez à nous. Je vous embrasse. C'est la fin de l'instant promo. Comme je vous le disais, je suis avec une personne que j'adore. Je sors de 2 Aerox hier et aujourd'hui. Je suis un petit peu oxy. Donc, si jamais je cherche mes mots, ne m'en voulez pas. Mais en tout cas, je suis ravi de rencontrer Thomas Fry et qui est Tonton Tom Tom et qui est Tom Tom. Comment ça va aujourd'hui, Thomas ? Ça va super bien, merci beaucoup pour l'invitation, je suis super content de te retrouver. C'est pas pour un entraînement cette fois, c'est pour un épisode. Et puis, j'ai hâte de commencer. Ouais, on a fait un premier épisode qui est sorti il y a quelques mois, effectivement, où on a parlé de ton parcours, on a beaucoup parlé d'Aerox, de volume d'entraînement, de prise de masse, de prise de force, de gestion, vraiment de l'athlète hybride. Donc je renvoie les gens, si vous n'avez pas écouté cet épisode, écoutez-le. Thomas, il a fait une masterclass. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, allez écouter l'épisode. Première partie sur sa vie, son œuvre, son parcours. Deuxième partie, science de l'entraînement. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de parler d'un record que tu as fait cet été, qui était le record du monde de traction de David Goggins. J'ai envie qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Combien de tractions tu as fait en combien de temps ? 4031 en 5h49. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait 6 tractions toutes les 30 secondes. C'est ça. C'est absolument insane. Déjà, moi, si j'essaye de faire 6 toutes les minutes, je tiens maxi 10 minutes, je pense. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà pas mal. J'ai quand même un gros dos. J'ai un point fort dos et épaules. Donc, normalement, je suis pas dégueu. Mais alors là, on est dans une autre dimension. On n'est pas dans la stratosphère. On est dans une autre galaxie. Première chose, c'est quand la première fois que tu as entendu parler du record de David Goggins ? C'est donc 1 an avant que je le fasse, c'est-à-dire, si tu veux, pendant l'été, pour moi, c'est la off-saison. Donc, je ne fais pas d'Aerox. J'ai commencé Aerox il y a exactement 2 ans. Et du coup, c'est une saison qui est très spécifique en fait autour de ce sport, ce que j'avais pas l'habitude de faire avant, où je mélangeais tout pendant toute l'année. Et là, depuis ces 2 ans, finalement, je spécifie un peu plus ma pratique, spécialise dans l'Aerox, mais du coup, j'ai envie de retoucher un petit peu à tout l'été. Et c'est l'occasion de faire des défis un peu farfelus. Et du coup, été 2024, je m'étais lancé un petit défi que j'avais appelé l'ultra hybride, qui était de faire 100 km, 1000 pompes, 1000 tractions, 1000 dips. Avec un gilet laissé en plus, je crois. Ouais, c'est ça, sur certains tours. Ouais, parce que voilà, j'ai du mal à faire les choses correctement, donc il faut que je les complexifie à chaque fois un petit peu. Et suite à ce défi, en fait, beaucoup de personnes m'ont tagué avec David Goggins, que je connaissais de nom, parce que il semblerait que c'était un peu son genre de délire aussi.
Et pas mal de personnes m'ont parlé à ce moment-là de son record de traction et m'ont dit ça serait bien que je m'y essaye en fait, que je teste ça. Et du coup... C'est quoi ta première réaction quand tu vois 4000 tractions en 24 heures? Tu te dis, c'est un chiffre qui est énorme, mais toi, t'en tapes quand même, t'as un énorme volume de traction. Tu te dis, c'est jouable, tu te dis, c'est facile, tu te dis... Alors, je suis totalement dans l'inconnu. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai un gros volume d'entraînement à la semaine. En tout cas, ces derniers temps, ces dernières années, c'était le cas. Mais je fais un peu de tout. Je fais pas que des tractions. Du coup, en off, tu me demandais mes chiffres. J'avais fait les stats pour 2024-2025, je les ai pas. Pour 2023-2022, je crois que je tournais autour de 25 000 tractions à l'année. Mais du coup, 25 000, allez, on divise par 12, approximativement, ça ferait 2 000 par mois. Ouais, ça n'a rien à voir avec 4 000 en un jour. Ouais. Du coup, pour moi, ça reste quand même beaucoup plus loin que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, je suis totalement dans l'inconnu, mais généralement, c'est ça qui me titille, qui me motive, qui m'inspire. C'est-à-dire que ce que je peux calculer, concevoir, appréhender, ça me fait pas vibrer. Tout à l'heure, tu parlais d'une autre galaxie. Des défis un peu qui viennent de l'espace, ça me titille parce que ça vient de l'espace. Moi, je suis sur Terre. Ça n'a rien à voir avec mon environnement, ce que je connais. C'est peut-être totalement impossible. Et en fait, c'est ce gros point d'interrogation, c'est cet inconnu qui fait que, waouh, il y a une étincelle, il y a une flamme et je me dis, ok, peut-être je vais totalement échouer. D'ailleurs, c'est ce que bon nombre de personnes m'ont dit quand j'ai annoncé que j'allais m'attaquer à ce défi. Mais c'est aussi ça qui fait que je suis très motivé à m'entraîner comme il faut pour. À l'inverse, si je sais que c'est possible ou c'est gagné d'avance, là, pour moi, ça a aucun intérêt, quoi. C'est le challenge intellectuel finalement qui te stimule, où tu te dis, waouh, il y a une équation mathématique avec de la science de l'entraînement qui a l'air assez dure à résoudre. Comment est-ce qu'on s'y attaque, quoi? Ouais, il y a vraiment une partie très rationnelle, analytique, et il y a une partie un peu, à l'inverse, très irrationnelle, très émotionnelle, qui est, en fait, ça dépasse l'entendement. Donc, il y a le côté analytique, waouh, comment on résout ça? Et en fait, de toute façon, ça ne rentre pas dans une équation. C'est hors de ce qu'on peut connaître. C'est des ordres de grandeur qui dépassent l'entendement. Et du coup, ça, c'est la partie émotionnelle. Donc, en fait, c'est vraiment les deux combinés qui font que je suis aligné avec le défi. Donc, attends, là, tu me dis, ouais, je fais 2000 tractions par mois. Lui, il en fait 4000, effectivement, sur une journée. Et en plus, tu sais, si tu compares au run, imaginons, on prend l'ultra trail. Ouais. Tu vois, les champions, ils te font 170 km. On va dire, allez, on va en arrondir à 180 km. Plus 10 000 mètres de dénivelé pour simplifier. Ils font ça en 24 heures. Si tu te dis, ok, en un mois, donc je cours la moitié. En un mois, je cours 90 km et je fais 5000 de dénivelé. Quand t'es à ce niveau-là, tu te dis jamais je fais un ultra. Tu vois. Jamais. Donc t'es loin, quoi. Et en même temps, 2000 tractions, c'est énorme parce que j'étais en train de me dire, ok, si tu fais 5 x 10, 2 fois par semaine, ce qui est, tu vois, pour plein de mecs qui font de la muscu, c'est à peu près leur train-train, tu vois. Bon, ils vont les lester un peu et tout, mais ils ont un beau dos, ils ont une belle force. Ils en font 100 par semaine, donc ils arrivent à 400 par mois. Toi, tu fais 5 fois plus. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de volume. Donc, c'est pas mal, mais c'est très loin de ce qu'il faut pour m'attaquer à ce défi. Et le pire, c'est que là, je t'ai parlé des années 2022 ou 2023, mais 2024 et 2025 qui ont été des saisons Aerox, j'ai fait beaucoup moins de traction. Alors, je peux pas te donner les stats parce que j'ai pas fait la somme sur mon petit tableau Excel. Il me reste encore quelques entraînements à rentrer. J'ai pas fait tous mes devoirs, mais j'estime que j'étais à moins de la moitié. Donc, je dirais moins de 12 000 sur l'année. Je pense que je suis... Ouais. Et comme à la fin, si tu veux, c'était les championnats du monde Aerox. On visait le titre de champion du monde avec mon partenaire Alan. J'étais absolument plus dans le domaine des tractions. Donc, je pense que le semestre qui a précédé, j'ai quasiment pas fait de traction, de dips, en tout cas des mouvements au poids du corps. Ils sont bons pour s'entraînement. Et évidemment, j'allais pas m'arrêter là pour essayer de tordre encore le challenge à son comble. Je me suis dit, si tu veux, l'été était limité pour moi par
la naissance de ma fille, qui était attendue pour mi-septembre. En fait, pour le 22 septembre. Et du coup, je me suis dit, il faut que je m'arrête à tout prix un mois avant, parce que je veux être prêt si ma femme a besoin de quoi que ce soit. Je veux pas être en train de devoir faire des tractions, parce que je sais que je vais tout laisser tomber si jamais bébé arrive. Et du coup, je voulais pas annoncer quelque chose que je doive à la dernière minute dire bah non, en fait désolé, et c'est ce qui s'est passé finalement à la naissance de ma fille. J'étais absent des réseaux pendant un mois parce que je voulais vraiment prendre ce temps, T'as raison. voilà, en isolé dans un cocon avec ma femme et mon enfant. Mais du coup, j'étais borné au 23 août. Dans ma tête, je pouvais pas aller plus loin. Donc ça, c'était la date de mon défi. Et au moment où je me dis je vais commencer la prépa, ça fait pile 50 jours. Donc le double challenge, il n'était pas dans le fait que les chiffres étaient assez inatteignables, de par ce que j'avais l'habitude de faire, mais par le fait que ma préparation allait être très courte. Et il va falloir que je fasse le minimum d'erreurs possible. Parce que, pour titre d'exemple, Goggins, pour faire ses 4030 tractions, lui, il avait mis 17h45. Il s'est préparé pendant 9 mois. Il avait fait 2 tentatives, donc 2 échecs, avant de réussir à la 3e. Du coup, ça montre que le chemin est quand même assez sinueux et jonché un peu d'obstacles. Et moi, je me disais, ok, là, c'est un coup de poker, quoi. Ouais. Faut pas que je me blesse, faut vraiment que je sois minutieux pour arriver en bonne santé le jour J, pour pouvoir faire le max que je peux. Ok. On va essayer d'avoir toute l'histoire et de bien comprendre comment t'as organisé. Moi, je suis très curieux d'avoir ton plan d'entraînement que tu t'es concocté. Mais est-ce que, moi, la chose avant de te demander ton plan d'entraînement, c'est est-ce que le matin avant de commencer le record, tu t'attends à battre son record que lui fait en 17 heures en 4 fois moins de temps? Non. Donc la partie émotionnelle, un peu irrationnelle, c'est ce qu'elle souhaite réaliser. C'est finalement donner mon max, quitte à prendre des risques. Et la partie rationnelle, elle dit « Attends Coco, en fait, tu t'es blessé il n'y a pas longtemps. Je m'étais fait, j'ai engendré une tendinite du long biceps qui m'a en fait coupé 3 jours pendant lesquels je ne pouvais pas faire traction. Ensuite, j'ai repris doucement. J'ai fait pas mal de... Je suis tout de suite allé voir le physiothérapeute pour avoir des exos et tout ça. Mais du coup, j'étais pas du tout sûr que ça passe. Et du coup, le matin même, je me dis « Ok, coup de poker. » J'essaye... Parce que le max que j'avais fait à l'entraînement, j'avais fait la moitié, en prenant mon temps. Et là, je me dis, on fait un rythme plus élevé que tout ce que j'ai fait à l'entraînement. Donc, je suis passé sur ce rythme. J'ai débuté sur ce rythme de 6 tractions toutes les 30 secondes ou 12 tractions à la minute, en me disant, je ne sais pas quand ça va casser, je ne sais pas quand je vais réduire. Et la difficulté avec les tractions, en fait, comparé à... Si on fait une analogie avec l'ultra, ton mouvement, c'est des pas. Sur, par exemple, comme tu disais, 100 miles, 160 km. Ces pas, ils sont assez petits et tu as plusieurs angles d'attaque, c'est-à-dire si tout d'un coup tu as des tensions mécaniques qui arrivent suite à la fatigue, tu peux essayer de changer ta foulée de pied et l'effort est relativement continu. Si tu veux aller encore plus loin dans l'effort continu, il y a le vélo où tu as une cadence de pédalage qui fait que tu peux toujours un petit peu générer de force. La traction, c'est un modèle beaucoup plus discret, pas continu comme le vélo ou comme la course à pied, où là en fait une traction c'est assez coûteux. Tu peux pas faire autant de traction que tu fais des pas. Mais du coup, il y a un risque qu'à un moment, tu arrives à plus du tout faire de traction. Même plus une, quoi. C'est ça. Alors que vélo ou ultra, tu peux toujours marcher. Tu vas changer ta foulée, tu vas peut-être t'appuyer sur les bâtons, mais normalement, tu vas toujours réussir à faire un pas de plus. Là, la traction, il y a un moment où en fait, elle sera peut-être pas valide du tout parce que tu n'arriveras plus à faire le mouvement. Donc, il y a ce risque de te dire, il faut quand même que je fasse gaffe à pas exploser en plein vol parce qu'après, je serais peut-être incapable de faire une seule traction de la journée, quoi. Ok. Donc le matin, tu tentes un pari, donc tu as quand même un rythme effréné où le calcul, tu sais que tu vas aller beaucoup plus vite, quoi. Ouais. Enfin, qu'est-ce que tu as observé? Je sais que te connaissant, tu as dû observer un peu pas mal ce qu'avait fait David Goggins et quand il en avait un peu parlé. C'est quoi les 2 grands apprentissages que tu as fait en l'écoutant sur la stratégie, sur sa façon de faire? J'imagine qu'il y avait 1 milliard d'informations, que tu as tout noté, que tu as tout intellectualisé, mais tu vois, les grands trucs un peu surprenants où tu t'es dit, waouh, tiens, là, il m'a appris un truc, c'était pas ce que j'avais prévu. Alors, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, j'ai quand même été moins méthodique parce que c'était une course contre le temps. J'avais ces 50 jours, mais au milieu, j'ai toujours ma thèse et d'autres entraînements parce que je voulais quand même garder une base Aerox de l'été. Donc, j'étais un peu limité dans mes ressources, si tu veux.
Et ce qui fait que je suis allé vraiment à l'essentiel. J'ai regardé qu'est-ce qu'avait limité David Goggins. Et dans ses témoignages, un de ses échecs, c'était notamment l'état de ses mains. Parce qu'en fait, c'est ton seul point de contact avec la barre. Et il se trouve qu'à un moment, Tu cloques. C'est ça, ta chair est à vif. Et la douleur est telle que elle te ralentit. Ou en tout cas, elle te prend beaucoup de ressources au niveau de ta résilience, qui fait que ça te pompe de l'énergie. Voire même, ça peut totalement t'arrêter si ça t'as trop mal. brûle. C'est une douleur qui est très douloureuse, je trouve. Ouais. Ça devient de pire en pire. Ouais, ok. Du coup, premier axe de développement, renforcer mes mains, de sorte à ce que le jour J, j'ai le moins de problèmes possible. T'as mis des gants en plus. Oui, lui, il avait mis des gants, mais malgré les gants, il avait quand même ses cloques. Donc, c'était que c'est pas suffisant. Il me fallait autre chose. Et l'autre chose, ça a été former au maximum mes mains sur la barre, avec de la magnésie, faire un maximum de frottements à l'entraînement, pas le jour J. Parce qu'en fait, si tu les fais, les frottements, c'est justement ce qui vient déchirer ta peau. Mais si tu les génères à l'entraînement sans en faire trop, ta peau, c'est du cuir en fait, ça se renforce. Donc tu passes d'une peau assez tendre à une peau un peu plus rigide, plus dure. Tu mets de la noc. Alors j'ai mis aussi les coureurs mettent de. C'est ça. Ouais. Si tu veux, au moment où j'ai lancé mon défi, c'est ce que je trouve formidable, c'est que tu as des personnes, des connaisseurs et puis des moins connaisseurs qui m'ont donné plein de conseils. Tu as tous ceux qui disaient que j'allais pas réussir, mais tu as aussi tous ceux qui disent tiens, essaye ça, essaye ci. Et il y en a justement du milieu de l'alpinisme, on me dit nous on met ça sur les pieds avant nos expéditions, essaye sur tes mains. Donc j'ai testé ça, il y avait d'autres crèmes. Tu as un infirmier qui m'a contacté en me disant nous sur les patients on met ce genre de double peau, c'est des pansements qui soulagent vraiment quand tu as une peau ouverte ou une cloque ou une ampoule. Un compide mais en mieux genre ou... C'est ça, en mieux parce qu'en fait tu le découpes, c'est plus fin donc ça s'enlève moins. Et en fait, j'ai eu plein de feedback de ma communauté, les gens qui me suivent, qui m'ont aidé d'une façon ou d'une autre, sans parler du soutien. Quoi. Donc, premier truc que tu apprends, c'est les mains. Ça peut être vraiment un truc qui peut te faire abandonner si tu as des cloques. Donc, faut renforcer les mains. Donc, tu génères beaucoup de frottements à l'entraînement. Tu fais du surfrottement avec... Je mets de la magnésie. J'essaie d'avoir un grip assez fort. Donc, je force presque ma pronation, pour faire en sorte qu'au fur et à mesure du temps, mes mains, elles se... Fais voir à quoi elles ressemblent tes mains là. Alors là, maintenant, elles sont toutes... c'est des mains de bébé maintenant par rapport à ce qu'elles étaient. Ça va, hein. Ok. Mais on pourra aller voir la vidéo va tomber bientôt. La vidéo du jour J. Normalement, elle tombe ce week-end ou le week-end prochain. Puis on va voir l'état des mains qui est autre chose que maintenant, quoi. Ok, donc tu as le point des mains. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu similaires que tu découvres ou que tu appréhendes un peu ? De par son expérience à lui, j'ai pas eu beaucoup plus d'informations, on va dire fondamentales. Là, si tu veux, moi, l'optimisation de ces 50 jours, c'était comment je fais pour accumuler un max de volume sans me blesser. Si je me blesse, c'est foutu ou presque. Alors malheureusement, je me suis quand même blessé sur la fin parce que j'ai développé cette tendinite du long biceps que j'ai immédiatement soigné. En fait, tout ce qui te fait sortir de la route, c'est un danger. Et du coup, si tu as une tension ou un quelconque problème, il faut le résoudre au plus vite. Parce que 50 jours, ça te laisse pas le temps de dire « Ok, je vais prendre une semaine et puis après, je vais m'y remettre. » Non, là, il fallait que je fasse des tractions tous les jours. Comment tu soignes ? J'ai eu plein d'exercices spécifiques en isométrie. L'isométrie, c'est assez efficace. Donc, tu appliques une force maximale sans que ton muscle ne se contracte ou ne s'étire. Et ce qui fait que généralement, ça régénère super bien tes fibres et ça a un effet aussi antidouleur. Donc, c'est quel mouvement exactement ? T'en avais plusieurs, mais j'en mettais un. Je mettais le bras à 45 degrés sous la table et j'appliquais la force maximale que je pouvais. Alors, il faut que ta table, elle tienne. Je ne veux pas casser le studio. Mais du coup, je faisais 45 secondes. Et ça, je faisais 10 fois le soir. Puis j'avais d'autres exercices où tu allais faire des mouvements avec des petits haltères. Qui ne sont pas des mouvements de force, mais plus de résistance. Voilà. Ok, et ça a marché. Tu sens que ça a renforcé du coup ça a renforcé le long biceps et ça a permis de soulager le début de tendinite qu'il y avait. Alors, c'était une sorte de pansement, c'est-à-dire que j'ai réussi à le soigner en partie, j'ai réussi à inhiber la douleur en partie, et le jour J, la douleur est revenue après 1000 répétitions, donc il m'en restait 3000, j'étais qu'à 25%. Puis comme tu sais, c'est pas linéaire, hein, donc souvent les 1000 sont les plus... C'est comme quand tu cours sur un 100 miles, les premiers 45 km sont les plus faciles, donc je savais que là, j'étais peut-être qu'à 20%, même 15% du challenge. T'as douté à ce moment-là ? Je savais que j'allais serrer les dents. Je
me laisse toujours un joker, c'est je veux pas engendrer une blessure. Alors là, c'est à moi de juger à quel est l'état de la blessure, mais je veux pas engendrer une blessure qui m'handicape pendant un certain temps. Là, j'avais des douleurs, mais c'était pas ce que je considère le niveau de la blessure, et du coup, je dis c'est bon. Mais pour moi, la santé, elle est quand même supérieure à la performance. Donc, le pire des cas, et j'étais prêt à le prendre, c'était si je sens que je vais me déchirer quelque chose ou je vais m'abîmer quelque chose, bah en fait, c'est drapeau blanc, tant pis, et puis on réessayera l'année prochaine. Je me Donc, tu avais cette porte de sortie et tu acceptais d'abandonner, en fait. C'est-à-dire que je me donne toujours à 100% dans tout ce que je fais. Mais pour moi, si tu veux, un défi, tu peux toujours le refaire à l'avenir. Par contre, une blessure, selon laquelle tu te fais, elle peut te suivre à vie, quoi. Ouais. Donc, tu payes extrêmement cher le fait d'être têtu et d'aller au-delà de ce que ton corps te permet. Et du coup, moi, je me laisse toujours ce... Tu fais bien de le dire, parce que beaucoup, on l'oublie souvent, et tu vois, même à ton niveau, tu vois, c'est ouf, en fait, tu vois, c'est vraiment ça, c'est... La priorité, c'est la non-blessure, parce que ça te freine dans ta progression, et ça peut te freiner sur une durée indéterminée. Exactement. Qui peut... et des fois, ça peut être sur une vie, quoi. Donc, Et j'ai conscience que je suis un des de ceux que j'écoute dans les athlètes qui visent la performance. J'ai l'impression d'être un des rares qui a ce discours. Mais je pense que c'est super important de le rappeler, peu importe la population, que ce soit aux amateurs ou même à des athlètes pros. Et que j'ai l'impression que ce qui empêche les gens de s'arrêter, c'est une question identitaire. C'est comme si la performance qu'ils essayent de réaliser définit qui ils sont. Et du coup, comme ils veulent à tout prix être cette personne, ils ne se laissent pas le choix que d'aller au bout de la performance, quitte à se détruire le corps. C'est un peu comme... la comparaison est un peu éloignée, mais quand tu vas en alpinisme, la chose la plus difficile, c'est de renoncer. T'es à 300 mètres du sommet, tu y es presque. Tu as fait tout, tu as fait les camps d'entraînement, ça fait 1 an, tu as payé relativement cher pour pouvoir être équipé, tu as fait tes stages d'acclimatation et tout ça. Je ne suis pas sûr de tout dire juste parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais la problématique, c'est que tu es presque au bout, il te reste le 1% à faire, sauf que la fenêtre météo, en fait, elle devient plus difficile que ce que vous aviez prévu. Il y a un risque de vie, un danger de mort. Et les gens... T'as consommé un peu plus ton oxygène que prévu. Exactement. Et du coup, principe de cohérence, ils ont tout fait jusqu'à ce moment-là, aussi peut-être principe d'identité, ils se laissent pas le choix, et du coup, ils y vont, quitte à perdre la vie. Et tu te dis, c'est quand même dingue, mais parce qu'il y a une certaine logique humaine qui fait qu'on a du mal des fois à se raisonner. Et je pense, donc là, on parle quand même d'une question de vie, mais dans une moindre mesure, c'est pareil avec la santé, les blessures et tout ça, il faut être capable de renoncer. Mais un deuxième truc qui est un petit peu dur en complément de ce que tu dis, et c'est très vrai, et merci de rappeler le principe de cohérence, qui est un des plus gros biais cognitifs de l'être humain, quoi. Donc j'ai fait de A jusqu'à Y, je dois faire Z. Bon bah non, en fait, s'il y a une tempête météo et que tu restes à vie, t'annules Z, c'est dommage, c'est comme ça. Mais c'est aussi, je pense, toi, t'as une excellente connaissance de ton corps maintenant, et donc t'es allé très 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 loin dans la douleur, mais tu savais quel était le point de non-retour. C'est ça. Et ce qui peut être effectivement le cas avec des alpinistes qui n'ont jamais fait de 8000 et qui sont à l'Everest, ou des gens qui vont débuter un aérox avec un essuie-glace, et tu vois, il faut qu'ils aient le statut, ou d'autres, tu vois, ou plein d'autres sports, bah ouais, ils ont peut-être des fois une moins bonne connaissance, moins de volume d'entraînement, et ils ont aussi moins, tu vois, la sensibilité de à quel point ça peut être dangereux, tu vois, et ça, c'est à leur défense, tu vois, c'est dur à gérer. Tu vois, c'est dur à gérer, Totalement d'accord. Et moi, c'est comme ça, en fait, que je me suis fait les dents. Mes premières années, j'ai accumulé toutes les blessures possibles parce que je suis passé de 0 à 13 entraînements par semaine. Et j'ai pas... En fait, depuis le début que j'ai commencé le sport, ça a toujours été à haut volume et à une intensité relativement élevée, ce qui est quand même difficile à concilier. Donc forcément, je me suis cassé les dents à maintes reprises. J'ai eu toutes les blessures possibles pour la partie inférieure du corps. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus prudent et peut-être aussi mature et comme tu dis, à l'écoute de mon corps pour savoir quand est-ce qu'il faut m'arrêter. Il y a eu des fois où t'es passé pas loin avec ces blessures ? Tu veux dire pour les tractions ? Non, mais tu sais, même de manière générale, tu vois, t'as la plus grosse blessure ou la blessure qui t'a fait un peu peur en disant, waouh, là, j'ai fait trop, en fait. J'ai pas respecté.
Alors, je pense que celle qui m'a fait peur, c'est au niveau santé. En fait, les deux blessures sont liées au même moment. J'ai commencé une préparation marathon pour le marathon de Rotterdam qui avait lieu en avril 2023. Je commence début d'année 2023 et je me blesse après 2 semaines. C'est une prépa sur 12 semaines. Donc, il me reste 10 semaines de préparation où je peux absolument plus courir. C'est-à-dire que j'ai développé le TFL et je suis allé un peu trop loin. En fait, ce qui était difficile avec cette blessure, c'est que des fois, je la sentais pas du tout. Et des fois, elle survenait, mais à un cran très élevé, où je réalisais, oh mince, je suis allé trop fort avant, mais je le réalisais pas parce que j'avais pas eu de douleur avant. Donc, ça a été très difficile pour moi de gérer la charge d'entraînement avec. Et en fait, j'ai fait une sortie longue qui fait que le lendemain, j'étais incapable de descendre les escaliers en marche avant. J'étais obligé de faire marche arrière en grimaçant. Et juste la marche, ça m'envoyait des signaux de douleur que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Donc je me suis dit, OK, impossible de courir. Je l'ai pris en charge, mais beaucoup trop tard, parce que j'avais pas réussi à bien la détecter avant. Et du coup, j'ai fait toute ma préparation de 10 semaines sur vélo pour mon marathon. Le truc que je recommande pas du tout à nos auditeurs, évidemment, parce que la course à pied, c'est un sport à impact qui est assez traumatisant. Et évidemment, il faut accumuler un certain volume, une certaine distance de course pour pouvoir se préparer au marathon. J'ai fait ce volume sur vélo parce qu'en fait, à chaque fois, j'avais des signaux de douleur au niveau du TFL qui faisaient que je n'arrivais pas à courir. Et j'ai fait en termes de charge, si tu veux, métabolique, une des plus grosses charges que j'avais pu réaliser à l'époque. Mais ce qui fait que j'ai commencé à avoir des sortes de... C'était pas tachycardie, mais une fréquence cardiaque un peu particulière, avec des moments où le cœur donnait des très grosses impulsions sans raison particulière. Donc là, évidemment, je suis allé tout de suite à me faire vérifier ça et ça s'est pas reproduit. Et il y a une autre fois où j'ai eu peur au niveau santé, c'est on faisait le tour du Mont Blanc. Généralement, chaque été, je fais le tour du Mont Blanc en 4 jours. Et le dernier jour, on était bien fatigués avec mon copain, on dormait pas très bien les nuits. Là, on s'envoie pas mal de café et c'est la dernière montée en direction de Chamonix où là, on se fait un bon seuil. On est très généreux dans l'effort et là, j'ai senti pareil, comme des impulsions électriques dans le cœur. Ce qui m'a rappelé qu'il faut quand même, avant un effort, en tout cas de haute intensité, puis avec une fatigue accumulée des 3 derniers jours, il faut essayer de se reposer un maximum, peut-être éviter la caféine qui peut masquer aussi la fatigue, qui a plein de bénéfices, mais qui aussi peut être trompeuse, en tout cas dans l'analyse de notre corps, et s'écouter un petit peu, quoi. Ok. Bon, merci de partager ça en tout cas, et je trouve que c'est important aussi de dire ce qu'on a échoué, les erreurs qu'on ne ferait plus, et ça permet, tu vois, en tout cas moi ça m'enrichit beaucoup. Je reviens aux tractions. Ouais. En 50 jours, combien tu as fait de tractions avant le défi ? Alors, je suis désolé de décevoir, j'ai pas fini de mettre mes entraînements. Tu dirais, vas-y, à la volée, tu vois, au millier près. Au millier près. En gros, ce que je m'étais dit, c'était qu'il fallait au moins que je réalise les 4030 sur une semaine. Ça, c'était quelque chose que j'ai pu atteindre. Il faudrait que je regarde les chiffres. Je pense que... alors, ma plus grosse séance, donc j'avais fait la moitié, les 2015. Voilà. En combien de temps tu les fais ? Pareil, il faudrait que je regarde les chiffres. Mais ça me laissait penser que j'allais... En tout cas, pour la première moitié, je pouvais réaliser dans l'objectif que je m'étais fixé, qui était moins de 12 heures. Donc, Goggins l'avait fait en 17h45. Mon objectif principal, c'était de réaliser ces 4030 tractions en moins de 12 heures. Et j'avais fait les 2015 en moins de 6. Plutôt bien. Donc, sachant que la deuxième moitié est évidemment beaucoup plus difficile que la première, je savais que normalement, si je ne me blessais pas, ça devrait passer. Tu te fais un jour de repos après 2000 tractions en 6 heures ? Non. Peut-être tu dois avoir des courbatures de fou furieux, non, à ce moment-là ? Alors, comme je faisais des tractions tous les jours, tu absorbes bien tout ce qui est... En fait, cette dégradation de fibres. Tu as moins de traces que si je faisais 2015 et si j'avais rien fait la veille et si je faisais rien le lendemain. Moi, j'ai un peu cette logique de rester tous les jours en mouvement. Ça ne veut pas dire que j'ai... Alors, j'ai pas de jour repos dans le sens repos, canapé, allongé.
j'ai des jours de basse intensité, où là, je vais faire des tractions à un rythme beaucoup plus tranquille, peut-être 3 par minute, mais juste rester en mouvement, quelques mobilisations. D'ailleurs, tu avais fait un super épisode sur la mobilité. Thibaut de Gowo, dont t'embrasse. Bisous Thibaut. J'ai eu hier au téléphone, là. On reprépare des trucs ensemble parce que il est chouette. C'est un chouette mec. Voilà. Trop bien. Et du coup, voilà, essayer de rester en mouvement. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que l'immobilité. En fait, je me régénère mieux comme ça. Ok. Putain, je me dis, mais 2000 déjà en une journée, c'est costaud, quoi. Franchement, t'as un plan nutritionnel pour faire les 4000 tractions? Oui. Alors, donc, si tu veux, j'ai des boissons où je vais avoir glucose plus fructose. Au 60%, 40% à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais. J'essaie. 40% de fructose, justement, parce que c'est scientifiquement, la meilleure combinaison pour absorber, parce qu'on a maximum une quantité de fructose et de glucose qui est différente. Donc on peut faire une surcharge de glucides de manière générale en cumulant l'un plus l'autre. Donc faites attention, si vous prenez des gels, des boissons, assurez-vous si possible qu'il y a les deux. C'est ça qui permet au maximum de surcharger. Parce qu'au-delà de, je crois, c'est... je sais plus les volumes exactement par heure, mais voilà, on est capé en glucose, on est capé en fructose. Donc 60-40, c'est à peu près les meilleurs dosages. Voilà. Pour maximiser, c'est ça l'absorption. Des BCAA pour contrer un peu la fatigue. Des électrolytes, parce que en fait, tu chauffes beaucoup pendant cet effort. Là, tu chauffes beaucoup. Puis t'es assez... Comme tu bouges pas, t'as pas ce flux d'air permanent. Alors, je mettais quand même des ventilos de temps en temps pour essayer d'avoir un peu d'air frais. Mais en fait, tu réchauffes ton environnement, qui devient aussi humide. Donc, l'un dans l'autre, les électrolytes pour vitamines, minéraux, les sels. L'eau de coco, qui est en fait une sorte d'eau aussi riche en nutriments. Donc, ça, c'était intéressant. Puis, du coup, les compléments que me donnait mon sponsor, que je teste depuis un moment, les gels. Ils sont bien d'ailleurs. Ouais. Les gels NutriPure, ils sont très très bien. Exactement. Je les félicite. Pour un premier gel, tu vois, il y avait un peu, j'avais peur d'arriver sur un sirop, tu sais, un espèce de, un peu une confiture ou un miel très liquide et tout, ce que moi j'aime pas trop. Ouais. Et là, le côté un peu solide, j'aime bien. Côté gelé, quoi. Ouais, exactement, la gelée. Alors moi, quand j'avais commencé les gels à l'époque, c'était très collant en fait. Tu t'en mettais de partout, c'est un peu pénible, surtout quand tu fais des tractions. Et là, en fait, c'est juste un bloc que tu absorbes super facilement. Et même le goût est bien. Moi, je suis pas forcément sensible au goût, c'est-à-dire que même si c'est pas très bon, je passe outre. Mais là, en fait, je trouve qu'ils ont pris un super bon pas chimique et tout, ouais, ils ont été bons. Exactement. Ok, donc tu as toute une armada. C'est quoi le volume de glucides que tu prévois? Tu prévois quoi? Entre 60 et 90 grammes de glucides? C'est ça, je suis entre les deux parce que je me suis pas trop entraîné à absorber beaucoup non plus. Et comme je l'absorbe notamment pas mal sous forme liquide, en fait, à la fin, tu prends quand même du poids au fur et à mesure que tu t'hydrates. C'est-à-dire qu'à la fin, je sens que j'ai beaucoup de volume d'eau dans le ventre. Et ça se voit dans les vidéos, on voit que le ventre est un peu gonflé, quoi. C'est fou. T'as bu combien en volume, tu sais, à peu près? Je buvais, mais énormément. Faudrait que je te vois, les gourdes, là. Les gourdes, c'était 800 millilitres que je faisais peut-être en 40 minutes. Ouais, c'était... Ouais, donc tu t'en avales, si on fait le compte, une et demie par heure. Ouais, facilement. Et ça, c'était juste les gourdes NutriPure, parce qu'en plus, j'avais l'eau de coco. Enfin, en termes de volume, j'ai énormément consommé. Malgré tout, j'en avais quand même un peu plus dans le corps que... T'as dû terminer avec le bidon en vrac, quand même. Et heureusement, alors ça j'avais quand même, et c'est important de le dire, je l'avais déjà fait à l'entraînement pendant mes 2015 pour vérifier que j'avais pas de problème digestif non plus, quoi. Parce que là, en fait, comme tu es sur un rythme que tu veux pas lâcher, toutes les secondes comptent. C'est assez particulier. C'est si tout d'un coup, imagine, tu écoutes de la musique, tu veux changer une musique,
quelqu'un te donne une information importante ou tu veux remettre ton gant, en fait, c'est 3 secondes qui te prennent du temps sur le fait de devoir remonter à la barre parce que tu fais 6 tractions toutes les 30 secondes, mais ces 6 tractions, en fait, elles te prennent peut-être 12 secondes sur tes 30, donc il t'en reste que 18. Dans ces 18, il faut remonter sur la barre. Donc en fait, ton temps de disponibilité est très très court, quoi. Mais est-ce que c'était grave de jumper une minute? En fait, par rapport à mon rythme que je m'étais imposé, je voulais pas perdre une quelconque minute. Par rapport à l'objectif principal qui avait été battre le record de Goggins en moins de 12 heures, oui, j'aurais pu. Ok. Mais par contre, si je vise maintenant un chiffre précis, que je veux rester dans les clous, je peux pas me permettre. Ou alors, tu essayes de prendre un petit peu d'avance au début pour que tu aies une marge ensuite pour le reste de l'épreuve. Est-ce que tu te pèses à nu le matin? Je me pèse pas à nu, je me pèse assez peu. Mais je suis globalement lourd pour ce genre de défi. Pour ordre d'idée, Goggins, c'est assez grand. Il fait 1m85. Lui, il faisait un peu moins de 90 kg le long segment, quand même. Ouais, long segment. Un peu moins de 90 kg le jour de son challenge. Donc, il faisait taille plus 5 kg. Mais les gars, actuellement, qui font les 24 heures, ils font 70. Moi, je fais 85. Pour à peu près la même taille ou un peu plus grand. Donc, je savais que j'étais particulièrement lourd. J'ai pas essayé de sécher. Certaines personnes m'ont proposé. C'est vrai que j'aurais pu. Ça aurait permis de rendre les tractions plus faciles. Mais de nouveau, cet esprit un peu contradictoire. J'aime bien faire différentes choses. Donc, je voulais pas forcément perdre du poids à ce moment-là. Et tu parlais de compléments. J'ai essayé un petit peu de créatine pour mieux récupérer, mieux assimiler le volume. Et en fait, ça a été cata parce qu'avec le volume que je me donnais de traction, j'ai pris très vite de la masse. Donc très rapidement, en fait, tu gonfles très vite avec la créatine. Hein. Ouais, moi je fais. En plus, moi j'ai été hyper réactif. Je trouve que ça marche très très bien quand t'as un gros volume enfin t'as un gros passif, tu vois, de muscu et t'as une mémoire musculaire. Moi, ça m'a permis en quelques semaines, voire quelques mois, vraiment quelques semaines, de retrouver des niveaux de volume musculaire que j'avais quand j'avais 26, 27 ans, où je faisais que ça, quoi. Et j'avais l'impression de le faire sans forcer. Alors que, donc je trouve que ça réactive très bien le volume musculaire que tu as pu avoir par le passé, tu vois. Ouais. Donc, donc toi, ça t'a fait prendre du poids. Plus rétention d'eau. Plus rétention d'eau, exactement. Et donc, pour ordre de grandeur, moi, en un mois, j'en avais pris, en 2023, septembre, en un mois, j'avais pris 4 kilos. Juste en prenant de la créatine, j'en prenais 4 fois par semaine. Tu te dis, c'est énorme. Alors évidemment, il y a beaucoup d'eau, hein, c'est pas que de la masse musculaire. Tu faisais quoi, 15 grammes ou toutes les... Je crois que la dosette, elle faisait... Je veux pas dire de bêtises, il faudrait que je regarde. Je crois que c'était 8 grammes, mais c'était Ok. Ouais, de toute façon, sur la prise de masse, tu as des bénéfices prouvés scientifiquement à partir de 5 grammes. Et après, les bénéfices sur le cerveau, les études, c'est entre 15 et 20 grammes. Oui. Ce qui est quand même non négligeable, non négligeable. Mais après, bon, tous les gens qui ont peur un peu de la créatine, moi, je demande à ma mère là d'en prendre absolument. Elle a très peur parce qu'elle a dû voir des trucs dans les médias ou je sais pas quoi. Ça reste le complément le plus étudié de l'histoire et c'est le complément le plus encadré et c'est un de ceux qui a aussi les résultats les plus flagrants à la fois sur le cerveau, sur la prise de masse. Mais ouais, ça marche pas à tous les coups et c'est un des side effects forcément, quoi. Donc... Surtout pour une épreuve où, en fait, chaque centaine de grammes te ralentit, quoi. Ouais, exactement. Ok, donc 85 kilos à peu près. Le matin, tu me fais un bon petit-déj ou léger, tu pars comment? Le matin, oui, je m'étais fait un bon petit-déj. C'était un peu à l'arrache parce que j'avais dû aller la veille à la salle finir de tout installer parce que du coup, il fallait mettre la barre. J'ai voulu faire un live pour que les gens puissent voir du début à la fin. Puis aussi, c'est une sorte de preuve, en fait, un live. C'est-à-dire que toutes les répétitions sont comptées. On a vraiment fait les choses proprement. C'est-à-dire que j'ai plein de copains qui sont relayés pour aider au niveau du staff et des personnes qui étaient des coachs qui, eux, sont venus pour compter mon nombre de reps. Ils étaient toujours 2 et valider mon nombre de répétitions, comme si c'était un Guinness World Record. Ok. Même condition. Et voilà. Et du coup, le matin, je crois que j'ai dû commencer à 9h20, le temps de lancer le live, de m'échauffer. Ça, on parlait des entraînements, je pense que c'est quelque chose qui est toujours très important, de bien s'échauffer avant, surtout moi qui avais du coup cette
cette douleur qui était survenue, je voulais m'assurer que j'ai pas de problème avec ce tendon. Tu fais quoi? Tu fais une demi-heure spécifique sur les épaules, le dos, les biceps C'est ça, à peu avec près. des élastiques. Je reprends le mouvement, donc les tractions en délesté. Et puis, comme tu dis, ouais. Ok. Ouais, c'est quoi ton mouvement? S'il devait y avoir un mouvement sur l'échauffement aux tractions que tu devais garder, ou peut-être deux, tu vois, ça serait lesquels? Activation de la scapula. Ouais, ok. Donc scapula pull-up. Ouais, exactement. Ok. J'aimais bien aussi tout simplement rester suspendu à la barre quelques secondes, le temps de reprendre en fait l'amplitude du mouvement. Surtout comme je faisais des tractions tous les jours, en fait, tu as une forme de rigidité qui arrive, qui fait que tu as besoin un peu de bien t'échauffer avant chaque séance. Et Ok. encore plus le jour J. Ok. C'est dur à organiser un live, techniquement? Ouais, c'était un peu le bazar parce que on avait peur, on savait pas si la connexion internet allait suffire. Batterie des caméras. Ouais, mon copain qui s'occupait du live, il devait aussi filmer pour la vidéo du challenge qu'on va sortir d'ici quelques jours. Donc c'était un peu système D. Mais tout s'est bien passé, le live n'a pas craché, les gens ont pu voir du début à la fin. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas laisser le son parce que la plateforme YouTube ne te laisse pas en fait mettre des musiques comme ça sur le live. Ah ouais. Et nous, Toi, t'en avais besoin, toi. et nous, on voulait bien écouter un peu de son, surtout qu'on devait être 40 dans la salle. C'est long pour eux d'attendre pendant 6 heures à me regarder. Fallait qu'il y ait un petit truc aussi pour eux. Donc, Ok, c'est quoi les musiques qui t'aidaient à ce moment-là? je crois qu'ils ont mis un peu tout. J'ai pas du tout eu la main sur la playlist. Donc c'est un copain, Valou. Donc j'ai fait ce record dans la salle de copains qui s'appelle Z-Fit à Rolle en Suisse. Et c'était Vincent et Valou du coup qui m'ont aidé en gros qui m'ont prêté leur salle. Ok. Et Valou était présent pour mettre la musique. Donc je lui ai totalement laissé. Par contre, on n'en a pas mis pas mise au début parce que en fait j'aime bien. C'est un joker pour moi. J'aime bien pas l'utiliser tout de suite. Et en fait, ça te permet surtout que c'est un effort qui est quand même particulièrement monotone comme effort d'endurance. Quand tu vas courir, tu as quand même un changement de paysage. D'ailleurs, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas discuter avec lui. Là, tu es tout le temps au même endroit. Ouais. À regarder Puis 12 tractions par... le même point fixe dans le mur. Donc, ouais. T'as pas le temps de parler aux gens en plus. Non, mais t'as pas non plus le temps. Ouais. Bah ouais, vu que toutes les 30 secondes tu redémarres, ça doit pas être facile. Il y a des moments où tu t'es dit putain, je vais pas y arriver? Alors, si tu veux, avant un défi, je veux donner mon max, donc je me laisse pas la place du doute. Mais c'est vrai que quand la douleur est revenue à la 1000e traction à peu près, là, je me suis dit, va falloir serrer les dents. Ça va être compliqué. J'ai un copain, Rémi, qui lui a le record de traction sur 12 heures, que je connaissais pas avant. En fait, en me lançant dans ce défi, j'ai pris contact avec... c'est plutôt même eux qui m'ont contacté en me disant, nous on fait déjà ça. Du coup, il fait combien lui sur 12 heures? Il fait 7000 et des brouettes. Je veux pas... Salut Rémi, si tu nous écoutes. Je veux pas dire de bêtises, mais ça doit être autour de 7400, 7200, un truc comme ça. Ok. Ouais, parce que depuis Goggins, en fait, il y a plein de mecs qui s'y sont mis à en faire un... Et du coup, c'est 24 heures, 12 heures. Il y a l'heure aussi. Je crois qu'il y a l'heure, mais du coup, il n'y a pas ce que j'ai fait. Moi, comme j'ai fait en 5h49, ça rentrerait en 6 heures. Mais il n'y a pas de catégorie. Alors après, je peux toujours demander au Guinness World Records s'ils sont intéressés pour ouvrir cette catégorie. Mais voilà, officiellement, ça n'existe pas pour l'instant. Ok. Putain, il est costaud. 7000 en 12 heures. Putain. Et du coup, vas-y, pour dire ce que tu disais, à ce moment-là, il m'a mis les tapes pour vraiment me soulager l'épaule. Ça a marché? Ça, pas tout de suite, mais oui, au bout d'un moment, je sentais plus. Ok. C'est quoi qui aurait pu te faire échouer? C'est difficile à dire. Un problème, qu'est-ce qui aurait pu me faire échouer? De partir sur un rythme encore plus élevé. Je pense inévitablement, il y a un moment où j'aurais plus été capable de faire une traction. Donc quand j'ai fait tapis le matin, j'ai été audacieux, mais finalement ça a payé. Donc
c'était, je pense, le bon move à faire ce jour-là. Maintenant, je pense que si j'étais parti encore plus rapidement, si j'avais décidé de faire 7 tractions toutes les 30 secondes, enfin 7 et 6, du coup 13 tractions par minute, peut-être que là, par contre, j'aurais explosé. Ouais. Ça peut paraître peu sur une série, mais c'est l'effet boule de neige, en fait. Cumulé sur 2 heures, ça pique, quoi. Exactement. Ok, hyper intéressant. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté? C'était juste tu voulais battre le record de Goggins, du coup? Oui, exactement. Je m'étais fixé de faire ces 4030. Assez raisonnablement, quand je me suis lancé dans ce défi, je savais que c'était déjà un très gros chiffre de traction, peu importe le nombre d'heures que j'allais y passer. Que 50 jours, personne ne fait une préparation aussi rapide. Tu vois, par exemple, on parlait de Rémi. Rémi, ça fait des années qu'il fait ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait 4 ans. Les autres personnes que j'ai un petit peu suivies qui se sont lancées sur ce genre de défi, c'est respectivement 6 ans, 5 ans. Et moi, je suis le petit nouveau qui ne fait pas du tout partie de la bande et qui dit « Oh les gars, moi je vais faire le record et puis je le fais en 50 jours. » Ça fait aucun sens sur le moment. Mais du coup, il fallait que j'ai, dans cette histoire, un minimum de prudence. Et la prudence, c'était de me dire « Je ne vais pas faire plus que 4030. Parce que j'ai peur en fait de me flinguer, parce que c'est déjà un très gros chiffre en soi. Et si j'arrive à le faire, c'est déjà super. Au-delà, il faudrait plus de temps pour s'entraîner, quoi. Ok. Comment on se lève le lendemain? Alors, là, par contre, j'avais des bonnes courbatures. En fait, des bonnes courbatures. Mec, tu pouvais bouger encore ou pas? La chose principale que j'ai surveillée, c'était ma main gauche. Parce qu'en fait, je l'ai pas réalisé pendant le challenge, mais j'ai perdu la mobilité de la main gauche assez rapidement. En fait, elle était en... Si tu veux, j'attrapais la traction. Donc, tes mains sont comme des cintres. Mais pendant le challenge, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de mal à la bouger. J'arrivais plus à fermer mes doigts et ni à l'ouvrir. Mais je me suis pas inquiété sur le moment parce que j'avais pas de douleur particulière. Ou alors j'étais trop dans mon... Peut-être j'étais pas assez à l'écoute, je sais pas exactement. Mais donc très rapidement, après je crois 40 minutes, j'ai vu que ma main en fait était assez fixe. Ce qui n'était pas un gros défaut parce que du coup elle était dans la bonne position pour accrocher la barre. C'est juste que je pouvais pas faire une grosse poigne avec. Et au moment où j'ai enlevé mes gants, on a réalisé, et on montrera, les images sont dans la vidéo qui va sortir, ma main avait triplé de volume. T'avais vraiment ça faisait penser comme si elle avait été gonflée, quoi, totalement enflée. Mon hypothèse, c'est que j'aurais peut-être serré trop fort les gants, ce qui aurait un peu coupé la circulation. Je sais pas trop. Du coup, c'est surtout ça que j'ai surveillé, plus que mes courbatures. Et pendant la nuit, j'ai laissé la main un peu haute. J'ai aussi vérifié ce qu'il fallait faire pour aller aux urgences. À quel moment en fait il faut s'inquiéter? C'est si elle devenait bleue, si je perdais la sensation. Ça, c'est autre chose. Pendant ce genre de défi, tu peux avoir des sortes de... Je me souviens plus exactement du terme, mais perdre des petites sensations. Et moi, il y a assez rapidement, quand j'ai commencé la préparation, il y a un de mes doigts où je sentais moins... Enfin, c'est pas que tu sens pas le côté, c'est que tu le sens comme quand tes doigts ils sont froids. Je sais pas si tu vois exactement la sensation. Ouais, je vois très engourdi, quoi. Engourdi, exactement. Donc il y a quand même la sensation, mais comme s'il avait été gelé sur cette partie. Et là, il fallait que je surveille que j'ai toujours la sensation dans mes doigts et que je retrouve de la mobilité, ce qui a été le cas. Donc je suis pas allé aux urgences, mais j'ai été quand même assez vigilant à ce sujet. Ok, ouais, mais ouais, ça fait un peu flipper quand même. Ouais. Ça aurait pu... Ok. Et je pense que c'est important de le rappeler, hein, c'est pas des défis anodins, donc il faut quand même être un minimum... Moi qui suis déjà prudent, finalement, ça, je ne l'ai pas identifié sur le moment. Donc je pense c'est très bien de rester vigilant tout au long du challenge et de la préparation et d'avoir aussi peut-être des amis ou des professionnels de santé qui sont proches, quitte à aller voir le médecin en fait régulièrement ou quelqu'un qui est spécialiste du sujet pour s'assurer que on ne se met pas non plus en danger. Ouais. Elle dégonfle en combien de temps la main? Ça lui a pris, 36 heures. 48 heures à reprendre sa forme initiale. Ok. Et tu as retrouvé la sensation aussi? La sensation, elle n'était pas partie. Donc, c'est ce qui me rassurait, en fait. C'était de me dire, j'ai une main patate, quoi. C'est-à-dire que mes doigts étaient tellement gonflés que ils étaient tous en contact les uns avec les autres. Ok. Ouais. T'as eu 0 séquelles aujourd'hui, là?
Non. Alors j'ai toujours cette On est quoi, on espèce est 2-3 mois de après. sensation engourdie au doigt, mais qui est pas suite à ce problème de main. Il est arrivé dans la préparation très rapidement. Voilà. Sinon, l'effet rigolo mais pas dangereux, c'est que mon ossature de doigt s'est épaissie, donc avec le volume de traction, au fur et à mesure de la préparation, ce qui fait que je ne peux plus mettre mon alliance. Pourtant, je suis un homme marié. Je tiens à le préciser. Mais voilà, donc c'est la seule. Tu dis ossature, mais c'est les muscles. Je pense que c'est les deux. Je pense que les phalanges sont plus grosses aussi. Ok. Ah oui, tu passes plus. Non, ça passe plus. Putain. Mais c'est en train, j'ai l'impression de diminuer parce que mes mains quand même ont perdu pas mal en volume depuis que j'ai arrêté. J'ai arrêté il y a un moment, maintenant ça fait 2 mois. Donc voilà. Et ouais, finalement, en termes par contre de changement de poids, j'ai essayé de pas non plus trop prendre. J'ai arrêté la créatine, j'ai essayé de faire attention et je suis resté autour de ces 85 kilos. Ok. Durant ces 50 jours, t'as fait vraiment que ça ou pas? Alors, non. Ou t'as fait un peu d'endurance fondamentale, un peu de... Moi, Ok. si tu veux, ma pratique, depuis que j'ai commencé en 2016, c'est toujours de toucher un peu à tout. Donc, à aucun moment, même pendant la saison Irox, je fais quand même des petits trucs à côté. Ça représente 10-15% de mon entraînement maximum, mais je fais quand même autre chose que Irox. Ouais. Et là, c'est pareil, pendant cet été où je me fais ces 50 jours de préparation à fond traction, j'ai quand même une petite base cardio pour maintenir la forme Irox, parce que ensuite la saison va reprendre en septembre. Ok. Quand tu dis à Alan que tu veux lancer le défi, il réagit comment, lui? Parce qu'il est un peu impulsif. Puis il aime bien, tu vois, c'est un Marseillais, il aime bien jazzer. Tu vois, là, j'étais avec Mevena et Quentin. Avant les Worlds, ils se font quelques jours à New York. New York, tu marches beaucoup, tu fais 20 000 pas dans la journée. Et apparemment, là, il dit, les gars, c'est faute professionnelle, 20 000 pas dans la journée, à 5 jours de la compète, mais non, tu vois. Bon, toi, comment est-ce qu'il a réagi? Alan, je pense qu'il... Dès qu'il t'embrasse, Alan, on t'aime. Gros bisous à mon partenaire Alan. Ouais. Je pense que dès qu'il m'a rencontré, avant même en fait qu'on fasse de double, il a compris à quel point j'étais fêlé. Donc je pense qu'il a intégré l'information tout de suite que j'allais être l'élément un peu, comme tu dis, qui part dans l'espace, quoi, qui fait un peu tout. On en avait discuté après les mondiaux où on était à table juste après notre titre. De vice-champion, on discutait un peu ce qu'on allait faire cet été et tous autour de la table, y compris Alan, m'avait dit, je pense que j'étais complètement fou, quoi, de m'attaquer à ce défi, parce qu'à l'époque c'était pareil, j'en avais aucune, c'était dans ma tête, et c'était quand on revient de Chicago, bah voilà, je dis officiellement que je m'attaque à ce défi, je commence la préparation et j'avais aucune idée de si c'était possible ou pas, quoi. Du coup, oui, on l'a même pas mentionné dans cet épisode, mais vous faites une superbe course au championnat du monde Aerox à Chicago. Il n'y avait pas encore de double Elite 15 à l'époque. Il y avait tout juste les doubles Elite 15. Il y avait tout juste les doubles Elite 15. Vous les manquez, vous faites les championnats du monde par catégorie d'âge du coup. Vous faites une superbe belle deuxième place. À combien vous êtes des premiers? À 12 secondes. C'est beaucoup et peu à la fois. Ouais. Vous faites une course parfaite ce jour-là? Où il y a les petits, où les 12 secondes, tu les vois dans ta tête? Je pense qu'à chaque fois qu'on fait parce qu'en fait, c'est un peu l'histoire de notre saison. Hein. Paris, on prend cette 3e place qui nous qualifie à l'Elite 15 avant qu'il y ait un duo qui était dans la vague d'après qui nous dépasse. Et du coup, on est relégué à la 4e. Et là, je crois qu'on est à 11 secondes du podium et du coup de l'intégration à l'Elite 15. Londres, 2 semaines après, on est à 4 secondes. Et les championnats du monde, on est à 12. À chaque fois, inévitablement, en tout cas pour moi, ton cerveau, il refait le calcul en te disant non, mais en fait, si tu savais le résultat, peut-être que ça te donnerait l'énergie en Bien plus sûr. de te dire en fait, on les attrape ces 4 secondes ou ces 12. Mais c'est toujours plus facile de se dire une fois que c'est fini que lors de l'épreuve. Ouais. Ouais, quand t'es dedans,
t'as toujours l'impression de donner le max, quoi. Surtout que le double, c'est très intense quand même au niveau cardio. Donc, même moi, je me pousse. Et ouais, ça m'arrive. Ça t'arrive des fois de passer la ligne d'arrivée, de te dire putain, j'en avais quand même un petit peu sous le pied. Pour un championnat du monde, j'imagine, vu comment vous êtes des brutes mentalement et sur la piste, dans la tête et sur la piste, ouais, vous passez pas la ligne d'arrivée en ayant encore sous le pied, quoi. Non, après, c'est difficile de savoir où est ta limite. Parce que, C'est toujours. ouais. On a vécu Grand Palais. Pour moi, c'était une course à la rupture. C'est-à-dire que à ce moment, cette course, j'ai eu l'impression vraiment de jouer à des intensités auxquelles j'ai pas le droit normalement. C'est-à-dire comme si j'avais pas le niveau. Et c'est une course où j'ai eu des douleurs que j'ai vraiment jamais, des douleurs d'effort, hein, d'intensité, que je ne connaissais pas, alors que je suis plutôt quelqu'un qui est franc du collier, qui est assez généreux dans l'effort. Et c'est là où, en fait, c'est comme si à chaque seconde, tu te bats pour la vie et tu es à la limite du blackout. C'est très particulier et j'arrive pas à reproduire ça à chaque course. Londres, à l'inverse, on fait un... Ça épuise quand même, ça épuise aussi, ouais. Oui, et c'est comme si certaines fois, tu as les clés pour débloquer ces portes et d'autres fois, non. Moi, ce que j'essaie de me dire, en tout cas... Du coup, tu les avais à Grand Palais ? T'as réussi à débloquer ces portes-là, tu veux dire ? Oui, mais ce qui fait que c'est assez particulier, c'est comme si, comme j'y avais accédé à Londres... C'était plus facile. Exactement. Mmh. Et on fait un meilleur chrono. Ouais. On fait 50 minutes et 11 secondes. Ouais, mais ça, c'est un truc important, tu vois, et je trouve quand tu passes des paliers de douleur, des paliers de violence, après, t'as un truc qui se libère dans ta tête de, ok, en fait, c'est ça la vraie douleur. Et typiquement, moi, je continue à faire beaucoup de VMA parce que c'est, tu vois, c'est quand je fais un 15x400 et que j'ai les 3-4 derniers à faire que vraiment, tu sais, j'ai la nausée qui vient, que vraiment j'ai ça. Et ça me fait progresser plus. Peut-être que ma VMA, elle est pas importante pour de l'Aerox, mais ça me fait progresser mentalement, tu vois. Et pareil, sur des seuils où tu vois, je vais faire du 3x8, 4x8, et là, je me dis, est-ce que j'essaierais pas de faire un 4x9 une fois, juste pour aller chercher ce truc de vraiment, dans la tête, je peux le faire, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, c'est hyper intéressant. Mais en même temps, je sais pas pour toi, bon, je pense que t'es différent de moi et de 99% des sportifs. Peut-être pas beaucoup des gens qui nous écoutent, parce qu'il y a quand même... Vous êtes bien fêlés dans l'audience, quand même. C'est à quel point c'est difficile de remettre le couvert 2 semaines après. Quand tu t'es mis ce truc-là de t'es au blackout et tout, franchement, quand je vous ai vu... j'avais entendu que ça avait été vraiment dur et que tu remets ça à Londres. Ouais, t'as débloqué une porte, mais ouais, faut te préparer mentalement, te dire putain, je vais revenir en enfer là. C'est pas en fait, toujours acquis. facile. C'est-à-dire que t'as exploré une nouvelle dimension, mais ça veut pas dire que tu y as tout le temps accès. Et ça dépend aussi peut-être de ta forme du jour. C'est assez particulier, hein, c'est multifactoriel. La particularité, tu demandais pour Chicago, c'est que Alan, lui, il avait fait une course solo. Donc, il avait joué dans sa catégorie d'âge pour aller chercher le titre de champion du monde. Et avec des sleds qui ont fait très polémique à Chicago, particulièrement lourds, en tout cas sur certaines lignes. Ce qui fait que Théo, l'agent d'Alan, me le dit, et Alan me l'avait dit à demi-mot, mais Théo me le confirme. Il me dit, écoute, là, Alan, il est brisé, quoi. Alors, après le solo. Il avait pu se régénérer parce que c'était, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était 48 heures après. Mais Théo me dit, là, il va falloir que tu leads la course. Tu leads, et Alan me le dit, il faut que tu me finisses les stations. Psychologiquement, c'était dur pour lui. Ouais. Exactement. Donc, j'arrive sur cette course en me disant, ok, là, sachant que généralement, on est assez complémentaires. On est fort sur parfois les faiblesses de l'autre. Parfois, c'est Alan qui me permet de mieux relancer en finissant la station. Parfois, c'est moi. Là, je savais que j'étais en meilleure forme. En tout cas, j'étais moins fatigué que mon partenaire et qu'il allait falloir que je lead, en tout cas sur toute la première moitié de course, pour que lui puisse prendre le rythme, se remettre dedans, pas accuser trop de fatigue et qu'on donne le meilleur, quoi. Parce que sinon, vous êtes sur un split 50-50 à peu près ? Sur les ergos, les stations Alors, théoriquement, c'est à peu près ça. Maintenant, il y a
par exemple, moi, je vais faire plus de fente, Alan va faire plus de lunge, etc. Attends, plus de fente ou plus de lunge? Non, Moi, je vais faire plus de fente, Alan va faire plus de wall balls. On essaye de découper ça sur le papier, et ce qu'on fait, c'est qu'à chaque épreuve, évidemment, on laisse une certaine marge de flexibilité, ou s'il y en a un qui a besoin d'un peu plus de repos, ou si tu le ressens, bah toi, tu vas prendre plus, et inversement. Ce qui fait que ça change évidemment à chaque compétition. Ok. Mais c'est souvent lui qui a le lead, donc j'imagine il commence les stations. Pas forcément. En fait, ça dépend des stations. Par exemple, les fentes, c'est moi qui Non. les commence. Le marche du fermier, c'est moi qui commence. Lui, il va commencer le ski erg. Là, par exemple, pour Paris, on passe demain soir. On s'est fait une répartition moite-moite. Le sled pull, c'est plutôt moi qui va tirer quand le sled est loin, parce que je suis plus fort sur des mouvements de tirage. Le sled push, on va essayer de faire en sorte que c'est lui qui finisse. Donc, en fait, c'est vraiment, ça dépend de chaque station. Et c'est en gros, on essaye de faire du 50-50. Ok. C'est une course dure, hein. Franchement, les sleds accrochent, vous passez un peu tard en plus. Hier, ça allait très très vite. 53 et quelques, il me semble. Hein. Wow. Bon, pour vous, ça semble loin, mais c'est une course vraiment dure. On fait 1:01 en double open, ce qui est loin d'être un temps de fou. Et apparemment, la Tanguy, je regardais juste avant de commencer l'interview, il me dit, mec, je crois qu'il y a un truc, parce qu'on est 5e overall. Faut qu'on check, tu vois. C'est un peu bizarre, bref. Mais en tout cas, c'est pas une course facile. Et sur ma montre, je l'ai mis en mode run sur la Garmin. Alors, il y a plein de... Le GPS marche pas forcément, il y a plein de bugs et tout. On court forcément un peu plus. Mais là, on a fait fast lane. On criait pour passer. Gauche. Ils ont fait un bon boulot sur la fast lane. Super. Donc, normalement, ça tourne. Mais à la fin, sur ma montre, je suis à 10 km 3. Waouh. Donc, elle est longue. Elle est longue en run. Donc, je te le dis. Voilà, prépare-toi pour demain. Ça pousse bien. Puis après, sinon, sur tout le reste, vous êtes beaucoup mieux calé que moi. C'est dur, du coup, de reprendre la saison d'Aerox. Tu vois, après un gros défi comme ça, quand même, t'y laisses un peu passer quelques jours. Tu vois, les mains, le mental, l'organisation. Tu l'as dit en début d'épisode, t'attendais un heureux événement. Là, bah ouais, il y a les majors qui reprennent. Vous avez un objectif qui est clair, qui est ultime. Vous l'avez loupé à quelques secondes. Le niveau progresse aussi. Ça pousse fort. L'objectif, il est clair pour cette année, c'est l'Elite 15. Exactement, ouais. Ouais. C'est dur de reprendre la saison, de recommencer, courir, le seuil, les ergos. Alors, moi, au niveau mental, je suis super content de faire ma off-saison parce que cette partie de moi qui veut jouer sur différents plateaux, faire un peu tout et n'importe quoi, elle est super contente d'avoir cet été comme une grande récré où j'ai tout d'un coup une pratique beaucoup moins structurée sur un seul sport, mais je vais me lancer un défi un peu fou ou alors je vais faire plusieurs épreuves. Et du coup, quand je reprends, j'ai une sorte de fraîcheur mentale qui fait que, ok, ouais, je suis prêt à attaquer la saison. Après... C'est vrai que ça, tu m'en avais parlé, et c'est vrai que ça fait du bien. Moi, j'ai fait que courir. Je voulais pas toucher un ergo, pas toucher un wall ball, rien, tu vois. J'ai fait que courir. Et en fait, j'ai trop kiffé mon été, quoi. 2 mois de course à pied à courir. J'ai couru tous les jours, sauf 3 jours, tu vois, un truc comme ça. Ah bah comme moi avec les tractions, alors. Ouais, tu vois, j'ai fait que ça. Et franchement, j'ai trop kiffé. Perdu un peu de poids, entraînement en chaleur et tout. J'ai découvert des sensations que j'avais un peu perdues. Bon, ça me sert pour un Aerox beaucoup, mais ça m'a fait vraiment du bien, tu vois, pour la fraîcheur mentale. Et là, je suis content de reprendre la saison. Alors qu'à la fin, l'année dernière, après Berlin, j'étais un peu lassé. J'avais fait Toulouse, Grand Palais, Berlin. Ouais, j'étais un peu... C'est ça, surtout quand en fait on fait des compétitions successives qui sont rapprochées. Faut pas oublier que c'est pas qu'une compétition, c'est pas qu'un effort physique, c'est aussi de la logistique, des voyages, parce que généralement les compétitions elles sont pas à côté de chez toi, les logements, etc. Et en fait, il y a une sorte de fatigue un peu générale. Exactement. Générale, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que c'est très bien d'amener un vent de fraîcheur. Enfin, en tout cas, moi, je prône ça et je pense que c'est super important, surtout si tu joues sur la longue durée.
Et c'est notre cas, en fait. On n'est pas dans le sport pour essayer de briller 1 ou 2 ans. En fait, on a envie de pouvoir profiter de ça pendant des années. Idéalement, continuer à performer aussi. Mais du coup, je pense que c'est très important d'avoir des moments un peu de différents où tu expérimentes d'autres choses. Tu continues de bouger, mais d'une autre façon. La course passe pas hyper bien, pas aussi bien que vous voulez. C'est quoi les raisons selon toi ? C'est une bonne sur le question. premier major, sur le premier major de l'année qui est du coup qualificatif pour les Elite 15 de fin de saison. Voilà. C'est une bonne question. Justement, tout à l'heure, on parlait d'aller en fait à la rupture. J'ai l'impression qu'on n'a pas débloqué ça à cette course-là. Alan, lui, me disait qu'il avait l'impression... pendant cet été, lui, à l'inverse, a eu une préparation très spécifique. Enfin, spécifique, il a beaucoup travaillé, notamment son run. Et son run pur s'est beaucoup amélioré. Je le vois demain, donc je demanderai. Ouais, exactement. Mais ce qui me partageait, ses ressentis, c'était qu'il arrivait moins à relancer derrière les stations. Du coup, en fait, je pense que la reprise de la compétition n'est pas forcément facile. Après, on a fait tous les deux le choix par rapport à certains de nos adversaires. Il y en a qui ont fait que du Hyrox pendant tout l'été. Alan, il a fait de la course à pied, mais il n'a pas forcément touché à fond les stations parce que je pense que de la même logique, il souhaite pouvoir vivre en fait bien toute cette saison. La saison est quand même longue, de septembre à juin, c'est très long. Ça laisse peu de pauses. En plus, c'est des compétitions, on ne choisit pas les dates, qui sont souvent très rapprochées. Tu vois, il y a Varsovie, mais juste avant, il y aura Londres qui sont les championnats d'Europe. Donc je pense que c'est important de faire des moments un peu off où on réduit la charge et on construit plutôt une bonne base. Et je pense que c'est le choix judicieux qu'a fait Alan. Mais c'est vrai que par contre, ça veut dire que lorsque les compétitions démarrent, on n'est pas affûté comme si c'était les mondiaux. Et là, on a vu la différence avec des adversaires qui, eux, étaient affûtés comme si c'était le jour des championnats du monde. Ouais, vous le prenez un peu plus comme des courses d'entraînement. Parce que j'en parlais, tu vois, du coup, avec Clément Hubert de Puma, qu'on embrasse également. Et je lui disais, ouais, est-ce qu'ils en font pas trop ? Parce que, en fait, c'est normal quand la discipline arrive de s'en bouffer. Parce qu'il faut que le corps s'habitue. Et d'ailleurs, j'avais eu une conversation avec David Inkel, qui est un judoka, un ancien judoka professionnel, qui est de la génération David Douillet, mais sur une catégorie de poids inférieure. Okay. Et en gros, il a été numéro 2 pendant 15 ans. Il n'a jamais fait les Jeux. Il a fait quelques championnats du monde, mais devant lui, il y a eu j'ai oublié le nom de ce judoka, je suis désolé, qui a été champion olympique en 96, qui se fait prendre pour dopage et qui revient en 2000 et qui regagne. Tu vois. Bref, je suis désolé pour l'oubli du nom. Et lui, David, il me dit, ouais, j'étais numéro 2 toute ma vie. Et donc, je lui dis, ouais, comment ça se passe les premières années à l'INSEP ? Et il me dit, ton corps est cassé, tu te manges un volume de dingue que tu ne refais pas après parce que ton corps est cassé en deux. Et puis après, en fait, c'est bon, ton corps, il est construit, donc tu vas faire plus du spécifique, de la stratégie de combat, tu vois. Et j'ai trouvé, tu vois, un bon parallèle avec Aerox, et Aerox arrive, il faut que les corps, ils se transforment, il faut que faut qu'on avale tous beaucoup d'ergo, donc on fait beaucoup de courses. On se fait des courses, on en fait 2, 3 dans le week-end. On en fait beaucoup, beaucoup. Et je pense que ma théorie, c'est que maintenant, il va y avoir un peu des gars, un peu comme ce que fait Hunter aussi, tu vois, je trouve. Il y a des courses où il tente, il fait des paris, mais il sait qu'il peut abandonner. Et il le fait souvent. On oublie de le dire, mais il abandonne à beaucoup de courses. C'est vrai. Quasiment 1 sur 3 ou 1 sur 2. Il faudrait regarder toutes les stats. Et du coup, ouais, je me demande, est-ce qu'il y a un moment où vous allez ralentir un petit peu ? Est-ce que tu penses que ça va... Enfin, qu'il y a un moment où vous allez flipper un peu, de changer de stratégie, tu vois, d'avoir beaucoup de courses, beaucoup de volume, où finalement c'est dur, tu vois, de remettre le truc toutes les 2-3 semaines et tout. Au final, c'est beaucoup. Là, je trouve que c'est normal, tu vois, dans une stratégie d'expansion du sport et encore de la découverte. Et quand t'entends des Quentin et Mévena qui disent oui, on fait encore plein d'erreurs techniques, vous, j'imagine que vous en faites encore de temps en temps, tu vois. Mais est-ce qu'il y a un moment où le rythme de compétition va ralentir ? Et là, vous avez une grosse saison. Et voilà, la question, c'est à quel moment tu sais que t'en fais trop ou pas ? Tu vois ? C'est pas évident et souvent tu le découvres que trop tard si t'en as fait trop ou pas assez. On n'a pas, en tout cas, moi, j'ai pas la stratégie optimale. Je l'ai pas encore découverte. Alan, lui, il aime bien. Il trouve il est en meilleure forme quand il enchaîne les courses.
Et c'est vrai que ça a son avantage. Hein. Tu vois, là, on parlait de Paris Grand Palais, qui fait que en fait, ça a été une bonne immunisation pour ensuite Londres, où on fait encore mieux. Parce qu'on était allé à la rupture à Grand Palais et en fait, ça te prépare mentalement, physiquement à reproduire exactement cette intensité limite où en fait, c'est le maximum que tu peux soutenir. Donc je pense qu'il y a un intérêt à reproduire des efforts de très 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 haute intensité que sont les compétitions à intervalles courts. Mais comme tu dis, tu peux pas le faire trop parce qu'en fait, ça t'engendre aussi beaucoup de fatigue. La question, c'est comment tu trouves ta formule qui t'est personnalisée, qui t'est individuelle de compétition que tu peux absorber comme ça. Et à partir de quand c'est trop, moi, j'irais, je pense, 3 compétitions en 4 semaines, j'irais, c'est le grand max. Ensuite, je laisserai des trous de 2 mois pour faire des blocs où voilà, tu fais une récupération, tu repars sur un bloc de progression, etc. Ok. Je sais que tu aimes bien, bon, tu vas tout travailler, mais je sais que tu aimes bien avoir un objectif prioritaire. Ça va être quoi ton focus à l'entraînement prioritaire pour les 3 à 6 prochains mois? C'est un mélange, améliorer mon niveau de course à pied. Je suis en train aussi de travailler les... Tu sens que tu continues de progresser? Ouais. Et pourtant, je suis à bas volume par rapport à ce que peuvent faire certains dans le sport. C'est quoi bas volume? Alors, ça varie beaucoup, mais on va dire qu'en moyenne, je peux être à 50 ou 60 km parce que je complète avec d'autres choses que sont les ergos, un peu de vélo peut-être? le bike erg ou le home trainer. Du coup, j'ai d'autres modalités, on va dire, que la course à pied pour améliorer mon cardio. Mais essentiellement, je pense que l'axe principal, c'est la course à pied et quand même continuer à travailler les stations qui restent de l'endurance musculaire, quoi. Ok. Tu vas pas te faire de cycle de force, pas de cycle de... Non. En fait, je trouve maintenant, en tout cas pour mon profil par rapport aux autres profils d'athlètes, j'ai un niveau de force qui est au-delà de la norme par rapport à mes concurrents de même niveau. Et mon hypothèse, c'est que j'ai pas besoin... L'intérêt d'en gagner, il y a un faible rendement. Parce que les profils qu'on voit, en fait, c'est déjà juste si on regarde en termes de d'IMC ou de rapport poids-taille, l'athlète Elite 15 moyen, il fait 1m85 et 75 kg. Donc taille moins 10 en termes de poids. Moi, je suis à taille plus 10. Je fais l'inverse. Je fais 1m75 pour 85 kg. Et je pense qu'il y a plus d'intérêt à être... pour moi, dans mon expérience de sportif, l'Aerox, c'est une épreuve d'endurance. Bien sûr. Et je suis lourd. ou en tout cas, j'ai pas besoin d'être plus fort que je ne le suis actuellement. Ouais, ok. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que moi, je suis pile poil à 0. Tu vois, sur mon IMC, Okay. je fais 1m79 et je suis à 79 kilos là en ce moment. Et sur la ligne de départ, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ouais, t'es un beau bébé. » Alors, on fait premier de notre vague. Ils se reconnaîtront, Ben, Wesley, Julien. On fait premier de notre vague, on fait une très très bonne course. Et à la fin, les gars m'ont dit « Putain, mec, tu cours vite pour ton gab. » Et moi, je leur dis « Bah écoute, quand je vois Hunter, quand je vois Thomas ou Alan, je me dis j'ai pas... » Il y a toujours meilleur que nous. Il y a toujours meilleur que nous, mais c'est vrai que les physiques, quand tu vois un James Kelly, même Roncevic, tu vois, je trouve, et même Loussa, tu vois, ils sont... Durden aussi, Jack Durden. Ils sont... Winish, il est skinny, quoi. Quand je vois comment il termine ses wall balls au championnat du monde, je me dis, il pourrait prendre un peu des cuisses, tu vois, mais bon, on va pas critiquer le champion du monde, mais ils sont très très secs, c'est des physiques de triathlètes maintenant. J'aimerais bien voir, tu vois, vraiment physiquement, à côté, un Winish, un Roncevic, et à côté de mettre un Vincent Louis, un Léo Bergère, pour voir, tu vois, en morpho-anatomie. Alors forcément, les très bons triathlètes sont des bons nageurs, ils doivent avoir des longs segments. Winish, il a aussi des longs segments aussi, petit buste. Mais ouais, ils sont aussi des grandes jambes aussi, tu vois. Ouais. Je pense que si on va un peu plus loin dans la morpho-anatomie,
Faudrait que j'en parle avec Rudy Koya, parce que je sais que lui, il aime Ça bien. serait intéressant. Il aime bien ça, si on décortiquer. regarde un peu les corps et tout. Si tu nous entends, Rudy, je te fais une passe D, on s'envoie un petit Bisous, texto. Rudy. Mais ouais, c'est vrai que les corps se sont transformés, ouais. Moi, Tu vois, j'ai du mal à voir un Hunter revenir, tu vois. Mais après, c'est justement. après, il fait numéro 2, mais... Quand j'ai commencé le sport en 2023, c'est à peu près ce que j'avais envisagé en termes de morpho-anatomie des futurs premiers, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était Hunter qui était le champion du monde en catégorie, et les gens me disaient non, mais c'est ça le profil du Hyroxer, entre guillemets, et à mon avis, je leur disais que non, je pensais que l'optimisation, elle n'était pas en se dirigeant vers un profil comme Hunter, mais plutôt vers un profil comme Roglic ou Winish, qui eux sont plus légers et qui restent forts malgré tout sur les stations, mais il n'y a pas besoin d'être aussi massif que Hunter pour aller prendre le titre de champion du monde. Ouais, Roncevic est très fort, je trouve. Enfin, il a beaucoup de force, il a un bon ratio poids-puissance, mais là où Winish, tu vois, je pense pas que tu le mets sous une barre de squat à 150 kg, je pense qu'il fait pas le malin non plus. Hein. Alors, il est peut-être pas fort, je connais pas, je vais pas me prononcer sur ses stats au niveau des barres et de ses 1RM, mais il est fort en tout cas sur les sleds, sur l'endurance musculaire Hyrox. Ouais. Il se débrouille très bien, quoi. Par rapport à son gabarit, ce qu'on pourrait envisager de son physique, il est très costaud. Ouais, je me demande si sur les mollets, il y a un besoin d'avoir des mollets courts ou des mollets longs. Imaginons si on met un Kenyan sur des sleds avec, ou un sprinter, tu vois, un Usain Bolt, qu'on peut dire qu'il a un mollet très haut et qui fait une petite boule, quoi. Et qui est pas long et gros comme un rugbyman, tu vois, on pourrait l'imaginer. Je me demande ce que ça ferait. Est-ce que ça crampe vite? Est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une bonne question. Alors, c'est pas mon domaine d'expertise. Il me semble que les mollets courts, du coup, étaient avantageux pour la course. Ouais. Parce que tu as un coût économique moindre. Là où les mollets longs, qui étaient un peu plus présents dans la population caucasienne, je crois, caucasienne, permettaient en fait de se réchauffer. Parce que tu produis plus d'énergie dans le déplacement, et du coup, tu te réchauffes aussi mieux. Ça, en tout cas, c'était une des hypothèses qui avait été posée. Je ne sais pas si elle est juste. Mais du coup, si je suis la même logique, je pense que même sur les sleds, il y aurait peut-être plus d'intérêt à avoir un mollet court avec un coût énergétique moindre, quoi. Mais ouais, je pense qu'à un moment donné, on aura des bonnes données, data et tout. Tu as fait des tests, toi, d'ailleurs, récemment, de VMA, de posture, de capteur, de foulée. Tu as fait des petites choses comme ça récemment? Je suis censé en faire. J'avais un projet qui était prévu en ce sens. J'en avais fait avant de commencer la saison dernière. Et pour revenir sur le profil des athlètes, je pense que c'est bien de rappeler à nos auditeurs que on voit des tendances dégagées, mais il y a toujours des exceptions. Et je pense que c'est eux qui sont intéressants. Enfin, finalement, moi, mon histoire, ça a toujours été d'une exception dans les sports que je faisais. Je me suis mis à l'ultra-endurance alors que j'étais lourd. Là, dans l'Elite 15, on peut voir, par exemple, même si ça tend vers des athlètes qui sont grands, on peut voir, par exemple, j'ai perdu son nom. Jake Durden, je crois qu'il est pas très grand. Chez les femmes, Jake Durden, il est assez grand et je crois qu'il fait 1m85 justement. Ouais. Ah ouais, ok. 1m86. Sur les photos, il fait petit en fait. C'est le il fait problème petit des et fin réseaux et gamin, sociaux, tu c'est vois. Que sur les photos, on voit pas très. On peut pas. Loussa est petit. Oui. Et il reste quand même numéro 1 mondial en 40-44. Exactement. Donc il est pas grand. Il est pas si petit que ça non plus. J'étais à côté de lui, il est pas si petit que ça. Mais oui, tu le fais courir à côté de Roncevic, il fait minuscule à côté. Et le nom que je cherchais, c'était chez les femmes, c'est Lauren Wicks. Ouais, Lauren Wicks. Qui, elle, est impressionnante en termes de performance par rapport aussi à un gabarit qui est quand même beaucoup plus petit que ses concurrentes. Même Mevena également. C'est du duo mix, c'est encore autre chose, mais ouais, Donc rassurez-vous, c'est pas parce que vous n'avez pas le profil qu'on voit bien parmi sûr. les meilleurs que vous pouvez pas tirer votre épingle du jeu. Ouais, bien sûr, il y a des trucs à faire. Bon, merci beaucoup Thomas, je crois qu'on a bien fait le tour. Je suis trop content que tu sois revenu raconter un peu de ce record, raconter un peu les championnats du monde, raconter tout l'enjeu qu'il y a autour des Elite 15. Je me suis régalé. Merci à toi Bart. C'est cool, j'espère que tu as passé un bon moment. Un super moment comme à chaque fois. Bah écoute, merci infiniment d'être venu au studio, je suis content de t'accueillir chez Stories. Merci à vous les auditrices, les auditeurs. Si vous êtes là, c'est probablement que vous avez bien aimé l'épisode. Si vous avez bien aimé l'épisode,
vous envoyez un petit message à TomTom, tonton TomTom sur Insta, je vous mets le lien dans la description. Si vraiment vous avez adoré, si vous avez appris des trucs, si vraiment l'épisode vous a marqué, n'hésitez pas à le partager en story sur Insta, à nous taguer aussi, on vous repartagera, on vous mettra un petit message pour vous remercier. Et enfin, si c'est la 3e, 4e fois que vous écoutez Extraterrien, regardez juste en dessous, là, que vous soyez sur Spotify, que vous soyez sur Apple, ou que vous soyez sur YouTube, regardez en dessous le petit bouton. Est-ce que vous avez cliqué sur s'abonner ? J'ai appris que vous étiez plus de 80% à nous écouter, à nous regarder, et vous n'êtes pas abonné. C'est un petit clic pour vous, mais pour nous, ça nous permet de grandir, de développer la chaîne, d'aller convaincre des athlètes aussi immenses que Thomas. Et donc, ça nous aide beaucoup. Je vous embête pas plus. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous. Encouragez TomTom la prochaine fois que vous le voyez sur un Aerox. Et on vous embrasse. Merci encore, Thomas, d'être venu. À très vite. Merci, Bart.